Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode, ce 4e épisode de nos Avec des Si. Alors vous connaissez un peu le principe. Avec des Si, c'est une émission sur laquelle on va revenir à deux sur les plus grands what if du football. Et pour ce 4e épisode de Avec des Si, de what if, je suis avec Val. Val, comment tu vas ? Salut Flo, bah écoute, ça va très bien. On en est, je crois, à notre 752e épisode qu'on enregistre ensemble depuis le début de l'année. Ouais, ce qui fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Mais le 4e what if. Le 4e what if. On avait fait une première sur Malaga, si Malaga avait mis Dortmund en 2013. On avait fait un deuxième épisode sur si Gourcuff avait été épargné par les blessures, puis un épisode sur le but de Kostadinov contre la France. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un nouveau cas, un tout nouveau thème pour ce what if. Un thème plus contemporain. Pour une fois, Val, on va pouvoir le dire dès maintenant, c'est un what if où on ne peut pas encore tirer toutes les conclusions. Ah bah non, clairement pas. Non. Et même dans toutes les prédictions qu'on va mettre en place, il y a des réponses auxquelles on ne pourra jamais répondre, je pense. Exactement, puisqu'on est donc, vous l'avez compris, sur un club et sur un what if qui aurait pu se passer autrement, qui est toujours très très impactant de nos jours. On vous donne le sujet ? Allez, je te laisse balancer la news à nos auditeurs. Ouais, pour ce 4e épisode d'Avec des Si, et si le Qatar et QSI n'avaient pas racheté le PSG en 2011. Un vaste sujet, donc vous l'avez bien compris pourquoi évidemment ce sujet est toujours d'actualité et on ne peut pas tirer des conclusions intégrales, mais un sujet hautement intéressant. Val, on va se plonger dans le contexte. C'est quoi le PSG à ce moment-là ? Alors le PSG, en fait c'est plutôt moi qui dois te poser la question, Flo. Toi qui as vécu tes plus belles années, toi qui dénigres ce club désormais. Tu sais quoi, je vais te retourner la question dès maintenant. Je vais laisser introduire ce que c'était le PSG à la belle époque. C'est un PSG que j'aime contrairement à aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Non, c'est un PSG qui est extrêmement compliqué. En gros, on va prendre à peu près. On va remonter un petit peu parce que donc le Qatar arrive en 2011. Exactement, le Qatar arrive le 30 juin 2011 et en gros, la deuxième partie des années 2010 jusqu'à 2011 sont probablement les pires années de l'histoire du PSG. Évidemment, club récent créé en 70. Sur le papier, sur les résultats. Sur le papier, sur les résultats et même au-delà des résultats dans l'extra sportif. Donc en 2006, on a Colony Capital, qui est un fonds d'investissement américain, qui rachète le club avec deux autres investisseurs, un nom de fonds d'investissement, un américain et un français. Ils vont ensuite prendre l'intégralité des parts. Ils rachètent ce club qui appartenait historiquement à Canal+ depuis 90-91, donc le début des années 90. Canal avait porté le PSG très très haut dans les années 90, les fameuses années de les années de Miso-Bietri, et c'était ensuite plus compliqué au début des années 2000, et Canal a fini par vendre à l'été 2006 le club à Colony Capital. À la base, c'est un consortium de 3 actionnaires qui est réparti en 3 parts égales, dont Colony Capital qui prend la direction générale en tout cas du PSG. Et au fur et à mesure, pendant les années suivantes, le Colony Capital va racheter les différentes parts des autres actionnaires qui étaient Morgan Stanley et Butler, un fonds d'investissement qui s'appelait Butler, qui n'a rien à voir avec la bière évidemment. D'abord Butler et ensuite Morgan Stanley. Exactement. Et donc le Colony Capital ensuite va racheter les parts de ces deux autres actionnaires pour devenir l'actionnaire majoritaire du club. Mais ces années-là, dès 2006, sont grosso modo les années les plus compliquées pour le PSG. Ouais. On a une succession d'entraîneurs avec qui ça passe pas forcément très bien. Exactement. À l'arrivée de Colony Capital, c'est Guy Lacombe qui est en place, qui est maintenu au poste. L'homme à la moustache. Voilà, exactement. À qui succède ensuite Paul Le Guen. Donc alors là, on est sur des visions du foot quand même, le foot qu'on aime. Paul Le Guen, à l'époque, il y a un petit peu d'espoir puisqu'il sort de ses titres à Lyon où il est sacré champion de France. Et on se dit, il va peut-être réussir à réinsuffler une dynamique, ce qui n'est pas trop le cas. Et je crois qu'il reste 3 ans sur le banc avant que Comboiré arrive. Exactement. Donc au final, voilà, 3 entraîneurs aux visions. Aux visions un peu archaïques. Donc aucun entraîneur qui fait plus de 2 ans sous Colony Capital. Par contre, tu disais instabilité sur les coachs, mais surtout instabilité dans la direction. Ouais. On a à ce moment-là 5 présidents qui passent entre 2006 et 2011. Je vous en passerai certains qui ont fait dans des intérims comme Tahar, mais on a Alain Kézak qui est le premier, sachant que le club est quand même chapeauté, le président est nommé par le groupe Colony Capital qui à l'époque est dirigé par Sébastien Bazin qui va d'ailleurs à un moment prendre l'intérim en tant que président du PSG et qui est un peu l'homme à tout faire aujourd'hui du PSG. Petit aparté, ce qui est très drôle aujourd'hui, c'est que Sébastien Bazin est le PDG du groupe Accor, le groupe hôtelier, qui est sponsor majoritaire du Paris Saint-Germain, avec dans son comex Nicolas Sarkozy. Ce qu'il faut aussi savoir dans ces années-là, c'est que l'instabilité évidemment rejaillit sur le terrain, parce qu'on a des classements qui sont
indigne du PSG et du club de la capitale à ce moment-là. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais que les résultats étaient très mauvais, notamment sur l'aspect sportif, parce que il y a évidemment ces mauvais résultats au classement, mais il y a d'autres choses qui se passent en dehors du terrain. Il y a aussi dans les tribunes, et les mauvais résultats. Alors c'est plutôt une question que je vais te poser parce que j'aimerais vraiment avoir ton avis de supporter, mais les mauvais résultats qui rejaillissent sur le terrain créent une forme de solidarité entre les supporters, j'ai l'impression. Alors solidarité, il faut le nuancer parce qu'il y a évidemment ces deux drames entre 2007 et 2009 où des supporters perdent la vie, des supporters de Boulogne et d'Auteuil, mais il y a quand même une espèce de solidarité qui se crée autour du club avec des ambiances dont toi tu te rappelles particulièrement, non ? Ouais, on est très loin du parc d'aujourd'hui, hein. Ouais. Que ce soit en termes d'ambiance mais aussi en termes de remplissage. Moi je me souviens très bien, supporter du PSG, mon père aussi, je dois avoir grosso modo, quand le Colony Capital arrive, je dois avoir 11 ans. Je suis interdit d'aller au stade à cette époque-là par mon père qui veut pas m'emmener parce qu'effectivement c'est très dangereux. Alors quand tu parles de solidarité, dans le sens où tous les supporters dans leur globalité vont être très défiants envers la direction et même les joueurs, on se souvient de beaucoup de scènes au camp des loges où les joueurs se voient taguer leur voiture ou leur mur devant chez eux. Mais par contre évidemment pas de solidarité entre les deux virages, non, clairement pas, hein. Auteuil et Boulogne, où dès qu'on peut, mais ça dure depuis les années 2000, on peut se foutre sur la gueule. Et évidemment la tension liée aux résultats et la crise chronique au club va alimenter cette haine entre les deux camps, qui sont effectivement liés par une solidarité qui n'est pas réelle mais qui est plutôt anti-direction. Donc le 23 novembre 2006, après un match de Coupe de l'UEFA contre l'Hapoel Tel Aviv, il y a un ultra parisien qui est tué par balle dans le fameux McDo de la Porte de Saint-Cloud, et il y a un deuxième supporter qui décède aux abords du stade dans un passage à tabac entre supporters parisiens, entre virage Auteuil et virage Boulogne, et il décède en mars 2010 pour un PSG-OM. C'est ce qui va en fait découler sur le plan Le Prou. On se souvient aussi de l'affaire de la banderole, parce que le PSG dans ces années-là se fait quand même la spécialité aussi d'être ridicule en championnat, mais de toujours réussir à glaner une coupe de la Ligue ou une coupe de France, notamment en 2008 contre Lens, où malheureusement c'est entériné par cette banderole qui est affreuse, drôle mais affreuse. Qui est drôle mais affreuse, ouais, c'est ça. On se souvient que les politiques s'étaient emparés, qu'en plus il y a eu un deuxième décès qui a rajouté. L'État, le gouvernement à l'époque Sarkozy, met énormément de pression sur le club. Ouais, c'est ça, les pouvoirs publics prennent vraiment en main le sujet. D'ailleurs c'est un sujet qu'on avait évoqué un petit peu avec Nicolas Ourcade quand on parlait justement de la sécurité dans les stades sous le capot. Il faut se rendre compte que le PSG est vraiment en danger en tant que club à ce moment-là. Ouais, exactement. Et du coup on rentre dans une phase de tout répressif envers les supporters, avec des sanctions collective, etc. Et la principale sanction collective, c'est ce qu'on appelle le plan Le Prou, qui était donc mis en place par le président de l'époque, qui interdisait, qui obligeait le placement aléatoire dans les virages et certains quarts de virage, ainsi que la suppression des abonnements dans les tribunes. Donc en gros, la dissolution des groupes de supporters. Plan Le Prou, du nom du président alors du PSG sous Colony Capital, qui sera le dernier président de Colony Capital. Donc parce que là on a du coup évoqué les problèmes sportifs, les problèmes de direction, les problèmes avec les supporters, ce à quoi il faut rajouter quelques petits problèmes financiers évidemment, parce qu'il y a une situation économique qui est assez compliquée, notamment la fameuse saison 2011 juste avant le rachat du PSG, où le club finit avec quasiment 20 millions d'euros de pertes sur l'exercice. En tout, Colony Capital aura probablement investi sur 5 ans quasiment 100 millions pour qu'un club finisse toujours déficitaire au bout de l'exercice. C'est pour ça notamment que beaucoup de présidents se voient démis de leurs fonctions, parce qu'il y a cette gestion financière qui est désastreuse. Exactement. Et effectivement, tu le disais, le club est en danger, pas uniquement auprès des pouvoirs publics pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions financières. Ouais, avec un business model qui est pas viable du tout, qui est extrêmement dépendant des droits télé à l'époque. Ouais. Donc ça on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Et malgré ça, on a cette dernière saison du PSG avant le rachat par les Qataris, donc la saison 2010-2011. On a une belle équipe qui fait plaisir aux supporters après des années compliquées, mais tu le disais, la gestion financière est tellement catastrophique que Colony Capital cherche absolument à vendre le club. On en entend parler dès le milieu de la saison, que Colony Capital s'affiche comme vendeur. Et le 30 juin 2011, un peu à la surprise après des tractations assez longues, c'est QSI, Qatar Sport Investment, qui débarque en rachetant 70% des parts. Donc du coup, club directement lié à l'émir, on le sait, l'émir Al Thani. Ils vont racheter dans un premier temps 70% des parts, ils vont ensuite devenir majoritaires et acheter l'ensemble. Ce qui est assez marrant aujourd'hui,
10 ans et demi après. Ouais, on est 10 ans et demi si vous regardez cette émission, pas en 2026, mais que vous la regardez en 2022. C'est que. Mais continuez à la regarder en 2026. Mais continuez, parce qu'en plus, il y aura peut-être beaucoup de choses qui ont changé. En vrai, on pourrait se faire ça, genre dans 5 ans, regardez. Dans 5 ans, on refait un point. Sont devenus nos what if, on refait un point. On refait un point. Et le PSG aura 2 grandes oreilles dans sa vitrine. Inch'Allah, comme on dit. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est de voir le prix auquel Colony Capital vend. Ouais. Alors, on est dans une autre époque. Ouais. Bah, il faut savoir qu'à l'époque, le club est valorisé en gros à 70 millions d'euros, sachant qu'il faut prendre en compte donc, les 20 millions d'euros de dette dont on parlait tout à l'heure, donc un maximum de 50 millions d'euros disponibles pour pouvoir vendre le club. Et donc, comme ils achètent 70% des parts, ils l'achètent aux alentours de 35 millions d'euros. Et les 30% restants seront achetés 6 mois plus tard par QSI. Ce qui est assez fou quand on se dit que 10 ans et demi après, le club est valorisé à grosso modo autour d'1 milliard. Beaucoup voire même plus. 2,5 milliards, je crois, moi j'ai vu. 2,5 milliards ce qui est énorme. En termes de valorisation boursière. Le coût de la vie est de plus en plus cher, je trouve. Ouais, c'est vrai. On peut plus acheter un club de foot comme ça, c'est terrible. C'est excessivement énervant. C'est dommage. Donc, pour revenir à cet aspect sportif, effectivement, on a ce rachat. Arrive du coup Nasser El Khelaifi, homme de confiance de l'Émir Al Thani, qui va devenir le président et le Pantin. Le président, pardon. C'est ça. Ça commence par un P aussi. Et qui va donc devenir le président de ce PSG. Alors, il a évidemment aussi le groupe Al Jazeera, Beansport à gérer. Donc, beaucoup d'autres activités. Et il va mettre en place pour l'aspect sportif Leonardo, qui est un ancien joueur, évidemment, star du club dans les années 90 sous Canal+, qui va apporter toute son expérience qu'il a acquis dans le management en Italie, que ce soit sur le terrain en tant que coach. Oui, qui à l'époque est quand même un choix plutôt validé par la communauté football. C'est un directeur sportif qui a quelques relations, notamment en Italie. Ça va se voir d'ailleurs sur les premiers transferts qui vont avoir lieu, avec Pastore, Verratti, Motta, etc. Et puis il y a le côté aussi administratif où le PSG s'entend super bien en allant rechercher Jean-Claude Blanc à la Juventus Turin, qui est peut-être quelqu'un un petit peu qui aime bien les petites magouilles, mais qui est quelqu'un de très compétent en tout cas pour son poste. Donc voilà, le PSG s'entoure de personnes de qualité qui savent bien faire leur boulot et qui tentent de mettre au moins en place une première esquisse de politique sportive. On n'en a pas vu depuis, mais non, mais c'est effectivement le moment charnière. Et tout de suite, on se pose forcément la question, qu'est-ce que va être ce PSG, quelle puissance, quelle surface financière. Faut savoir que peu de temps avant, le Qatar a été désigné hôte de la Coupe du Monde 2022, qui continue aujourd'hui de poser beaucoup de questions, mais ça intervient en décembre 2010, donc à peine 6 mois avant le rachat du club, notamment poussé aussi par Sarkozy, le rachat du club, qui agit dans l'ombre dans les 2 dossiers, que ce soit la Coupe du Monde ou le rachat du PSG. Qu'est-ce qu'il est vertueux, ce petit Nicolas. Mais c'est fou, surtout qu'il était président à l'époque, mais c'est pas grave, il est là, il a le mérite d'être là. Et donc du coup, on se... Là, mais... Voilà, oui, limite. Et donc il y a ce mercato après de QSI qui arrive, qui débarque et qui lâche ses millions, plus de 100 millions dépensés donc sur Pastore, Lugano, Matuidi, Jérémy Ménez, Momo Sissoko évidemment, Milan Bisevac aussi qui a fait des belles services. Nunez après. Exactement, et on a ensuite le mercato d'hiver de cette même saison avec des arrivées de joueurs encore plus confirmés. Alex, le défenseur central, Thiago Motta, Maxwell. Donc l'ossature du PSG qui a duré un bout de temps se forme dès la première saison, qui se mélange avec des joueurs d'un effectif d'une autre qualité, type Erding, Seara ou Tiéné. Mais on a un PSG, on se dit ok, tout de suite le PSG a un projet financier intéressant et un projet sportif aussi. Ouais. Et du coup, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On va basculer, je pense. Ouais, on va se poser la question. On va prévoir le futur du passé. Exactement. Oh, c'est beau ça. Qu'est-ce qui aurait été différent Qu'est-ce qui aurait pu être différent si le PSG n'avait pas été racheté par QSI et par le Qatar en 2011 ? Alors pour ce what if, pour voir ce qui aurait pu être différent suite à l'achat, on va le faire déjà en 3 axes. Val, on présente les 3 axes. En premier lieu, un axe un peu sportif qui aurait pu être... Oui, parce qu'initialement c'est quand même le rachat d'un club de foot. Exactement. Ça on l'a un petit peu oublié, mais c'est le rachat d'un club de foot. Donc normalement quand on parle de foot, on peut parler un peu de sport. Un deuxième axe un peu plus économique, aussi sur la notoriété du foot français, du PSG. Ouais. Et une dernière conséquence que cet achat a encore aujourd'hui sur le foot français et de manière beaucoup plus large sur l'économie, quoi. Effectivement. Et une dernière partie un petit peu plus courte sur l'extra sportif pur et dur. Plus une ouverture parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait, quoi. Le rachat du PSG dépasse très largement le cadre sportif et impacte énormément d'autres secteurs d'activité. Et du coup, on n'aura pas les réponses aux questions qu'on va poser, mais c'est des questions qu'on
qu'on aurait pu se poser dans ce motif si on s'amusait à sortir beaucoup plus du cadre, et je trouve que c'est important de les évoquer. Exactement. Mais du coup on passe sur cet axe sportif, cette première partie. La première question qui me vient à l'esprit, si QSI ne se porte pas acquéreur du PSG le 30 juin 2011, qu'est-ce que fait Colony Capital ? Qu'est-ce que fait Colony Capital ? Visiblement, on a expliqué un petit peu la situation économique du PSG à ce moment-là. La seule et unique volonté de Colony Capital à ce moment-là, c'est vraiment de vendre le club. Donc il y aura forcément un autre propriétaire qui arriverait, alors à court ou moyen terme, je ne sais pas, mais vraiment comme le club, comme l'actionnaire veut vendre le club, a priori il y a peu de chances qu'il reste. On parle à un moment d'un investisseur personnel, un riche investisseur américain, peut-être sur le profil d'un Frank Marcourt aujourd'hui à l'OM. On ne sait jamais trop ce qu'il en aurait pu en être avec lui s'il y avait vraiment un projet solide derrière. Ouais, c'est la seule rumeur qu'il y a à l'époque, hormis QSI. Et après, on va pas spéculer sur quel type de repreneur aurait pu reprendre le PSG parce qu'on en a aucune idée et que ce serait vraiment que des suppositions. Voilà. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que peu importe le repreneur, il y a quand même 100% de chance, je pense, que Colony Capital alors que Colony Capital vende, mais surtout qu'il ne trouve pas un repreneur qui mène un projet comme l'a mené celui de QSI. En fait, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, quand on regarde l'évolution du club par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans, c'est pas le même club, c'est pas le même, c'est complètement différent. Quand on regarde en dehors les réseaux sociaux, plus 100 millions de followers, alors qu'à l'époque ils avaient 50 000 followers sur les réseaux sociaux. Bon, il y a eu une explosion des réseaux sociaux aussi, donc c'est normal. Le club est rentré dans les top 5 des maillots qui vendent le plus de maillots au monde, alors qu'à l'époque était même pas je suis même pas sûr que c'était le deuxième en France. Voilà, ça c'est un chiffre. On a parlé de la valorisation tout à l'heure qui est passée de 70 millions à 2,5 milliards. Un chiffre d'affaires net par an de 95 millions qui passe à 600 millions cette année. Donc voilà, c'est un club qui a changé de dimension, qui est passé d'un club, je sais pas, un club de deuxième ou troisième division européenne, tu vois, à un club de top 8 européen, top 5 européen peut-être même, économiquement. Et bon, sportivement, ils sont encore en train de se construire, mais ça va venir, Flo, t'inquiète. Oui, ça viendra. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment se rendre compte et se remettre dans le contexte actuel. Ce qui se passe au PSG à ce moment-là, c'est complètement impensable dans la Ligue 1 d'alors. Voir un investisseur étranger extrêmement fortuné investir pour faire d'un club français un des plus gros clubs et une des plus grosses équipes du foot européen actuel, avec cette volonté de gagner avec des champions. On a eu des discours en façade d'autres présidents ou d'autres propriétaires, mais on savait que c'était pas possible dans les faits. 10 ans après, c'est facile de se dire en même temps ils arrivaient à Paris, il y avait énormément de trucs à faire à Paris, voilà. Oui, mais à l'époque, on se rend pas compte. Paris a une identité de club qui est très forte historiquement parce que c'est un club qui a gagné, qui a remporté des coupes d'Europe, et etc. Parce que c'est la capitale. Voilà, et parce que c'est la capitale. Mais il n'y a pas cette identité, européenne, voire internationale. Non. C'est vraiment un club qui réussit au niveau national, qui a pas réussi depuis 15 ans au niveau continental européen. Donc voilà, il y a pas cette ferveur. Il y a pas les tribunes ne sont pas pleines. Les tribunes, effectivement, il y a un manque de ferveur depuis le début du plan Le Pro, donc depuis grosso modo une grosse année. Et effectivement, tu le dis, c'est un club qui, malgré l'immense ferveur qu'il y a derrière ce club et l'immense pression aussi, c'est un club qui depuis 10 ans cultive une sorte de défaite. Je crois que sur les 10 ans, il doit y avoir une seule qualification en Ligue des Champions, peut-être deux, dans l'ensemble des années 2000 en tout cas. Donc c'est assez fou. Moi, effectivement, quand tu dis Colony Capital vend, ça c'est sûr, c'est clair, il n'y a aucun investisseur à mon avis qui arrive avec l'envergure et la hauteur de projet du Qatar. Moi je pense même que j'ai très très peur pour l'avenir, que ça soit un projet, peu importe le repreneur, mais type Bordeaux aujourd'hui, qui enchaîne un peu ses investisseurs. Ça va peut-être être Gérard Lopez. En fait c'est ça, on va faire une conclusion. En fait voilà, c'est Gérard Lopez qui a repris le PSG à l'époque. Ouais voilà, là on est sur du chronique complète, mais effectivement ça aurait pu être un Gérard Lopez. C'est complètement ça. J'aurais été très inquiet à ce moment-là pour la durée pour le club, et peut-être même une rétrogradation financière ou quelque chose comme ça. Ça aurait pu être un truc comme ça. Comme on est inquiet aujourd'hui pour Bordeaux, alors c'est pas le même background en termes de ville, etc. Ouais. Mais c'est un club qui a une histoire immense, Bordeaux. Exactement. Et quand on voit ce qui est devenu, c'est assez fou. Le PSG a ultra dominé le championnat de France depuis 10 ans et demi maintenant, depuis le rachat. Il y a seulement 3 titres de Ligue 1 qui leur ont échappé. Sportivement, ça aurait été quoi le PSG sans les Qataris ? Tu l'as dit, 27 trophées glanés depuis l'arrivée des Qataris.
Le PSG aujourd'hui, du coup, sans le Qatar, aurait probablement, on a fait des premières suppositions économiques, qui auraient pu avoir des difficultés qui auraient perduré, peut-être même des rétrogradations, etc. Moi, je pense que c'est quand même un club qui aurait réussi à se maintenir, forcément, parce qu'il y aurait eu des investisseurs avec des moyens qui seraient intervenus. Mais je pense que, évidemment, il n'y aurait pas eu ces 27 trophées, il y aurait probablement eu quelques titres supplémentaires, mais ce serait jamais devenu le club que c'est aujourd'hui. Et ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est de se projeter sur quels auraient été le parcours des autres clubs de Ligue 1. Ouais, et pour finir, effectivement, moi ce que je pense de ce PSG là, c'est que s'il n'y a pas le rachat du Qatar, on connaît les difficultés financières. Je pense que le PSG continue de gagner une coupe par-ci par-là, parce que c'est l'ADN du club même dans les saisons compliquées à ces années-là. Et il y a quand même une base 2010-2011 sur laquelle on peut construire avec un Aîné, avec un Chantôme, avec un Sakho, qui sont encore des jeunes joueurs à ce moment-là qui commencent vraiment à percer. De là, aller gagner un titre de championnat de Ligue 1, je suis pas sûr. Je dis pas que c'est impossible, parce que la saison 2010-2011 est vraiment sympa. Mais en fait, je suis assez partagé, parce que dans ces années-là, il n'y a pas une équipe dans les années QSI, il n'y a pas une équipe qui est ultra dominante en Ligue 1 forcément derrière le PSG. Non, mais en fait, il y en a une, et je crois que je suis plutôt bien placé pour en parler, qui aurait, je pense, eu un palmarès tout autre, qui est évidemment Lyon. Parce qu'à l'époque, au moment où le QSI arrive, Lyon rentre vraiment dans une phase d'austérité où il y a le nouveau projet du stade, du grand stade qui coûte 450 millions d'euros. Alors aujourd'hui, 450 millions d'euros, quand on parle du PSG, ça paraît pas grand chose, mais quand c'est l'Olympique Lyonnais à l'époque, avec un budget qui est pas le même, c'est un énorme coût. Et à ce moment-là, Lyon rentre dans une phase où il limite énormément les budgets transferts, où il y a une baisse des salaires, où on vire tous les gros salaires de l'époque, Kallström, Juninho, Chris, qui partent tous un par un, et on s'appuie sur Rémi Garde qui est en train de remonter un centre de formation, qui s'appuie sur les jeunes, Lacazette entre autres, qui arrive à l'époque, Gonalon et tout. Et Lyon à ce moment-là juste ressemble un petit peu, en fait, effectivement tu parles du projet avec le grand stade, du coup on peut moins dépenser, on va être moins dépensier, donc on va se focaliser sur des jeunes joueurs et sur la formation ou la post-formation. Le projet de Lyon à ce moment-là me fait un peu penser au projet d'Arsenal au début de l'Emirates, avec l'Emirates, où on sait que pendant 4, 5, 6 ans il va falloir faire gaffe. Et à ce moment-là, Arsenal fait face, alors il y a déjà beaucoup de gros en Angleterre évidemment, mais à l'arrivée de Manchester City, donc un gros club en plus, et du coup ça va faire vraiment baisser dans la durée les Gunners. En fait c'est ça, cette austérité économique s'accompagne quand même d'un plan sportif avec la mise en place du centre de formation, avec une vraie formation qui est encore aujourd'hui en place. Mais le problème, c'est que forcément, ça met du temps à se mettre en place, et le temps, ils l'ont pas, puisqu'il faut réussir à se maintenir à un très haut niveau, et le problème, c'est qu'il y a déjà une place qui est prise forcément par le PSG. Donc, tu as des difficultés économiques, enfin, tu génères forcément moins de bons résultats, donc forcément moins de revenus. Donc au bout d'un moment, tu stagnes un petit peu. C'est ce qui est un peu le problème de ce club. Je pense que Lyon, c'est vraiment le club qui a le plus pâti de l'arrivée de QSI aujourd'hui. Même s'il y a évidemment des décisions sportives qui n'ont pas été bonnes, notamment sur le choix des entraîneurs, etc. Qui découlent aussi de l'arrivée de QSI au PSG et de cette nouvelle envergure. Parce qu'effectivement, même les années où il n'y a pas de titre, enfin que ce soit les années où il y a un titre ou pas du PSG, il y a forcément une des 3 places en Ligue des Champions. Et en plus, une des 2 places directes. Qui est verrouillé par le PSG, et dès le début de saison, on sait que le titre peut éventuellement leur échapper une fois tous les 3-4 ans, mais il y a une place qui est verrouillée. Du coup, même malgré le fait qu'ils finissent 2 fois deuxième, je crois, sur les 10 ans, ce qui est pas énorme, il y a plusieurs 4e places, notamment l'année avec Nice, je crois. Donc voilà, t'as des pertes économiques qui impactent le sportif, et qui fait que Lyon n'a pas eu la grandeur qu'ils auraient eu si le PSG n'avait pas été là, et probablement avec plus de place pour eux dans le championnat. Ouais, exactement. Disons que même si le PSG n'est pas ce grand PSG qatari, effectivement Lyon gagne peut-être 1 ou 2 titres, les saisons sont différentes, mais gagne probablement 1 ou 2 titres. Il n'y a peut-être pas une domination, mais au moins est beaucoup plus régulièrement, tu me disais, en Ligue des Champions, et financièrement ça apporte beaucoup plus. Surtout que Lyon, tu disais, prend le projet Grand Stade qui est interne, mais prend aussi l'arrivée évidemment de QSI. Il y a un autre acteur qui arrive à ce moment-là, c'est Dimitri Ribolovlev qui arrive à Monaco. Pareil, avec un 6 mois, 1 an après le PSG. 1 an et demi, 2 ans, je tape quand même. Je crois qu'il arrive en 2011, mais à ce moment-là, la saison où Monaco est en Ligue 2. Il fait remonter. Et d'ailleurs, peut-être que Ribolovlev n'investit pas à Monaco autant d'argent si le PSG, parce que si le PSG le Qatar n'est pas là au PSG, parce qu'il se dit, ça y est, la Ligue 1 est en train d'avoir une attractivité, et je peux investir dans le foot français. Et en tout cas, Monaco, du coup, devient aussi la deuxième équipe derrière Lyon qui est, on va dire, le plus lésé
par l'arrivée, le plus gêné par l'arrivée du PSG. Tu l'as dit, Lyon a fini 2 fois deuxième sur les 10 ans de QSI au PSG. Monaco finit aussi 2 fois deuxième, comme Marseille d'ailleurs. Mais Monaco, par contre, il y a ce titre. Ouais. Il y a ce titre de champion de France en 2016-2017, une saison où Monaco va aussi faire une demi-finale de Ligue des Champions contre la Juve. Monaco va aussi perdre 3 finales de coupe, soit de Coupe de France, soit de Coupe de la Ligue face au PSG directement. Donc c'est en termes de palmarès, c'est l'équipe qui est la plus lésée par cette arrivée. Sauf que contrairement à Lyon, qui est aussi lésé, eux ont au moins ce titre magnifique, qui d'ailleurs voilà, ça fait partie des what if, mais ce titre n'aurait jamais été aussi beau s'il n'y avait pas eu l'adversité du PSG, parce que le PSG n'est pas, en termes d'un bilan comptable, n'est pas dégueulasse cette saison-là, même si c'est aussi la saison de la remontada. C'est un PSG qui en championnat reste solide, et Monaco est monstrueux cette saison-là. Bah justement, en termes de storytelling, il y a ce titre de l'AS Monaco qui n'aura pas été le même, et il y a un autre truc pour revenir un petit peu sur Lyon et pour ouvrir sur le prochain club qui est probablement le plus lésé, c'est la construction de la rivalité Lyon-Marseille, qui aujourd'hui s'est clairement fait dans l'ombre du PSG. On se rappelle de toutes les petites piques qu'il y a eu entre La Brune et Aulas. Je vous laisse imaginer ce que ça aurait été si Lyon-Marseille s'était joué au sommet du championnat, c'est-à-dire avec l'absence du PSG, qu'on aurait pu imaginer un peu plus basse en QSI. Qu'est-ce que ça aurait donné si ces deux équipes-là se battaient pour le titre ? Ouais, exactement. Je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est un point que j'avais pas identifié, mais sur l'aspect au-delà du sportif, sportif et aussi en point de vue des supporters, c'est vrai que ça a amplifié déjà cette rivalité, parce qu'il y avait une hostilité entre les deux Olympiques, entre Marseillais et Lyonnais. Mais c'est clair qu'on a l'impression que c'est devenu aujourd'hui la rivalité sportive la plus structurante en France et la plus forte. Surtout que l'OM a eu des passage. Et du coup on se pose aussi la question de quelle serait aujourd'hui l'action de Cristalline. Oui. Vous verriez la tête de Flo. Voilà. Alors, évidemment, on est sur d'autres pubs pour Cristalline que Giroud qui vous vend de la meilleure haute source. Il était obligé de nous parler de Giroud à un moment. Évidemment. Non, mais parce que la GIA fait aussi partie d'ailleurs, pas sous Giroud, mais des clubs lésés, puisque la GIA fait une finale de Coupe de France, il me semble que c'est en 2015 ou 2016 contre le PSG. D'accord, donc on a parlé de Cristalline. Mais oui, Marseille, par contre, Marseille, on peut en parler, puisque alors, au-delà des résultats qui sont un petit peu plus similaires, qui sont un peu similaires à ce que Lyon et Monaco 2 fois deuxième aussi pu faire, voilà. Il y a surtout cette rivalité au sein même des Classicos, où pendant 10 ans le PSG a écrabouillé Marseille à tel point que c'est pour ça que je pense qu'une partie des Marseillais c'est pour ça que la rivalité Lyon-Marseille s'est créée aussi, parce que Marseille n'avait plus aucun espoir pendant les Classicos où il se faisait atomiser à chaque fois, quoi. On a attendu 10 ans. 10 ans pour que Marseille batte le PSG, ce qui est assez fou. Surtout que le PSG, même si effectivement il y a eu cette domination, a eu quelques petites bêtes noires dans ces années-là. Il y a eu Lyon qui a beaucoup gagné qui a souvent gagné contre Paris, Rennes et tout. À domicile, Rennes, Saint-Etienne aussi au tout début du projet qatari avait posé pas mal de problèmes, mais Marseille, c'est fou. Il y a 10 ans sans victoire contre Paris. On peut passer aussi rapidement, mais il y a des joueurs forcément qui sont ultra impactés. Alors il y a les joueurs qui sont au PSG en 2010, 2011, en 2011 quand les Qataris arrivent. On parlait tout à l'heure en rigolant de Douchez et Gamero, ils font partie des joueurs ultra impactés. Gamero pour le coup lui a fait une très belle une belle petite carrière à Séville puis à l'Atlético. Non mais on va évidemment pas citer tous les joueurs qui ont joué au PSG, mais il y en a quelques-uns je pense qui sont importants de ressortir. Et justement tu parlais des joueurs qui étaient arrivés au tout début du projet QSI. Moi il y en a un dont on peut vraiment poser la question, c'est Blaise Matuidi, qui a probablement énormément progressé à son arrivée au PSG et qui a su se mettre en valeur à un bon moment. Mais est-ce que Blaise Matuidi aurait eu la carrière qu'il a eu aujourd'hui ? Est-ce qu'il aurait été champion du monde ? Est-ce qu'il aurait été quintuple champion de France, double champion d'Italie ? Je pense pas du tout. Je pense pas du tout, parce que Matuidi à ce moment-là, il est à Saint-Etienne, il est énorme à Saint-Etienne, mais ça reste un bon joueur de Ligue 1. Je crois qu'il a déjà à ce moment-là peut-être 1 ou 2 convocations en équipe de France, mais c'est pas encore un régulier en équipe de France. Il est déjà convoqué avant d'arriver au PSG, mais il est pas du tout installé. Et en fait, c'est sa progression avec le PSG et la progression du PSG qui va l'emmener, grâce à ses parcours en Ligue 1, en Ligue des Champions, qui va l'amener à être un titulaire indiscutable pendant 6 ans en équipe de France quasiment. Mais on nommait pas le fait que je pense qu'il a quand même beaucoup travaillé, etc. Mais il a probablement surfé sur cette dynamique et sur la visibilité qu'avait le PSG à l'époque. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que jamais il fait cette carrière en équipe de France, parce que s'il n'a pas le PSG, je pense qu'aucun grand club étranger ne parie sur lui à ce moment-là. Je suis complètement d'accord. Et moi, il y a un autre joueur sur lequel je voulais parler, Mamadou Sakho.
Mamadou Sakho, on sait, capitaine à 17 ans, propulsé capitaine par Paul Le Guen, qui dépanne un peu latéral gauche, mais qui est surtout ce défenseur central qui sort du club, qui est le vrai Titi parisien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Mamadou Sakho, si le Qatar ne rachète pas le club, je pense que Sakho est dans le top 5 des plus grandes légendes du club. Sakho, aujourd'hui, il a que 31 ans, donc il est parti ensuite à Liverpool en 2013, 2013-2014. Il a fait Liverpool, Crystal Palace et Montpellier, mais il quitte le club en 2013, il joue 201 matchs en tout pour le PSG. Il a que 31 ans aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il serait de loin le joueur le plus capé de l'histoire du PSG devant Pilorget qui a 435 matchs, je crois. Et ce qui est clair, c'est que le Mamadou Sakho serait pour moi dans le top 5 des légendes du PSG. Ouais, je pense qu'il serait beaucoup plus haut. C'est clair. Et surtout qu'il n'y aurait pas eu s'il n'y avait pas eu le Qatar, il n'y aurait probablement pas eu Ibra, il n'y aurait pas eu Cavani, il n'y aurait pas eu tous ces joueurs qui trustent aujourd'hui probablement les premières places de ce classement. Ouais, alors peut-être que lui aussi, Sakho aurait fini par partir parce qu'il était en équipe de France, donc peut-être qu'il aurait fini par partir dans un club à l'étranger. Mais voilà, je pense que Sakho devient une sorte de légende. Et d'ailleurs, Sakho, ça me fait penser aussi à tous les jeunes du PSG. Je pense qu'on voit aussi beaucoup plus de jeunes s'imposer au PSG, des jeunes qu'on a vu très bons, alors qu'ils seraient partis très probablement très jeunes aussi. Mais on aurait vu plus s'installer dans l'équipe des Areola, des Coman, des Dembélé, des Diaby, des Nkoudou. Je pense que Coman est le meilleur exemple. Parce que il part quasiment l'année d'après, je crois, ou 2 ans après, après l'arrivée du PSG. Donc, ou un Moussa Dembélé aussi, qui a pas joué de match officiel sous les couleurs parisiennes, alors qu'il est formé, prêté au Celtic. Et je pense que ça fait partie des joueurs qui à un moment, il y a peut-être une sorte d'équipe sur 2-3 ans qui pose ses bases sur des titis parisiens, qui doivent probablement aussi partir très tôt. Mais par contre, si on retourne sur les joueurs un petit peu confirmés, je pense qu'il y a 2 cas qu'il faut qu'on évoque aujourd'hui sur les joueurs, qui sont 2 cas un petit peu similaires par rapport à leur attitude hors terrain. C'est Marco Verratti et Neymar, qui probablement auraient eu 2 carrières complètement différentes. Alors commençons par Marco Verratti, qui lui arrive du coup en 2012 au PSG, il me semble, qui est aujourd'hui le joueur qui a joué le plus de matchs sous l'ère qatari. Marco Verratti aujourd'hui, si le PSG ne vient pas, il y a probablement de fortes chances, puisqu'il est déjà suivi à l'époque, qu'il signe à la Juventus. Ouais, c'est une évidence. Comme quasiment une grande partie des pépites italiennes à l'époque. Sachant qu'il est en plus tifosi de la Juve. Voilà. Et la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'il a la même carrière ? Parce que sans vouloir dénigrer à aucun moment la ville de Turin, je pense que compte tenu du caractère de Marco Verratti, je ne suis pas sûr de la ville et de la rigueur du club aussi. Je pense que Verratti ne passe un petit peu moins de temps dans les clubs et boîtes de nuit turinoises que dans les clubs parisiens comme il le fait aujourd'hui. Ouais, je pense que d'ailleurs l'action boursière des Marlboro, gitanes, des Gauloises, etc. de Marlboro, de Philippe Maurice et de beaucoup de marques d'alcool aussi doit être largement impactée en France. La morale de l'histoire, la morale de Stop Thème, c'est buvez de la cristalline et n'achetez pas de cigarettes. C'est ça, et la jetez pas. Voilà. Ou alors que la jetez pas. Ouais, ça dépend. Non, mais effectivement, je suis complètement d'accord avec Verratti. Il apprend, à mon avis, une rigueur avec la Juve. Il s'installe dès le début en équipe d'Italie. Et surtout, en plus, c'est qu'il est dans une Juve qui est ultra compétitive. Et il apprend aux côtés du maître Andrea Pirlo, qui est le joueur qui peut lui ressembler le plus. Et de Tevez, et des joueurs qui ont la. Mais Pirlo, qu'on voit à ce moment-là dans le style de jeu comme le mentor parfait pour un Verratti. Clairement. Alors, il a eu la chance aussi d'avoir Thiago Motta quand même au PSG. Oui, c'est vrai, faut pas le dénigrer. Faut pas le dénigrer sur cet aspect-là, sur l'aspect transmission. Mais par contre, là où je suis d'accord, c'est que la rigueur du club. Ouais, c'est ça. En fait, il faut bien comprendre qu'on dénigre absolument pas le talent de Marco Verratti et son jeu sur le terrain. C'est plus l'encadrement qu'il y a autour de lui qui fait qu'aujourd'hui, il a un petit peu tendance à se disperser, avoir une hygiène de vie depuis 4 ans. Avoir une hygiène de vie qui n'est pas forcément celle d'un sportif de très haut niveau, et ça se ressent sur ses performances. Et c'est quelque chose qui serait probablement pas arrivé au début des années 2010 à Turin. Exactement. Bon, il y a d'autres joueurs évidemment qui ont marqué le PSG dans ces années-là, qui sont arrivés sous QSI. On peut parler d'un Cavani qui est peut-être devenu une des 3 légendes ultimes du PSG, qui aurait jamais eu ce statut-là. Non, mais le vrai joueur dont il faut qu'on parle, c'est Neymar forcément, parce que Neymar arrive au PSG en 2017. À l'époque, il a 25 ou 26 ans, je sais plus exactement. Il arrive du Barça où il a tout gagné. Et il se lance une nouvelle mission personnelle qui est de réussir à faire ça dans un deuxième club, un peu comme ce qu'avait fait Samuel Eto'o, qui lui a réussi à faire ça dans 3 clubs différents en étant le vrai leader. Mais au final, son arrivée à Paris il a une première saison qui est intéressante, mais après c'est compliqué, quoi. C'est pas le Neymar qu'on attendait, et c'est absolument plus le joueur qu'il n'était
à la Coupe du Monde 2014 ou au Barça en 2015. C'est un joueur qui a joué moins de 50% des matchs depuis son arrivée en 2017, de moins de 50% des matchs du PSG. C'est un joueur déjà physiquement, vous voyez qu'il a énormément évolué. Regardez les images de sa présentation, on est sur un joueur, alors il y a la barbe qui rajoute aussi, mais on est sur un joueur tout faible, tout maigre. On est aujourd'hui sur un mec qui a pris en muscle, qui a pris en masse, mais pas que, qui a aussi pris... il s'est dénaturé, il a dénaturé son jeu. Après, il a peut-être aussi un petit peu joué de malchance avec ses blessures, mais c'est pareil, c'est un peu pareil que Verratti, c'est un encadrement autour de lui, alors pas dans le même style, parce que visiblement c'est pas un gros buveur et un gros fumeur, mais c'est dans le style plutôt des jeux vidéo, à passer toute la nuit à geeker, etc. Donc voilà, c'est deux profils différents, mais qui je pense auraient eu des carrières. Ouais, complètement d'accord. Et sur Neymar, effectivement, je pense que par contre il quitte quand même Barcelone cette année-là, ou en 2017, ou l'année suivante, 2018, parce qu'on sait qu'il veut être la star d'une équipe majeure, qui ne veut plus être dans l'ombre d'un Messi. La question c'est où part-il ? Je le vois pas aller en Serie A, je le vois pas aller en Bundesliga. Alors ça peut être en Première Ligue, peut-être que City lui fait un pont d'or à ce moment-là, peut-être que Chelsea lui fait un pont d'or. Même si ça semble difficile à imaginer, je me dis que c'est pas impossible non plus qu'il finisse au Real. Un an plus tard, quand le Real perd Ronaldo, je me dis que c'est carrément possible que le Real fasse tout pour décrocher Neymar, et je suis pas sûr que ça dérangerait Neymar fils ou Neymar père de passer du Barça au Real. Mais effectivement, voilà, on voulait faire un focus sur ces deux joueurs qui semblent les plus impactés. Il y en a d'autres, mais des Thiago Silva, des Ibra ont été bradés par Milan, parce que Milan n'avait plus les capacités financières, par exemple. Ils auraient pas été à Paris, ils auraient été ailleurs. Mais leur carrière n'aurait pas été forcément complètement différente. Voilà, c'est ça. On a essayé de faire la sélection des joueurs qui auraient probablement eu leur destin le plus bouleversé par l'arrivée de QSI et par leur choix de rejoindre le PSG. Exactement. Il y a juste un dernier joueur sur lequel on peut faire un focus très rapide, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, donc, il est clos à Monaco la saison 2016-2017, la saison du titre et de la demi-finale de l'ASM. Il rejoint le PSG en 2017, il va être champion du monde un an plus tard avec l'équipe de France. S'il ne rejoint pas le PSG, je pense que la trajectoire de sa carrière n'est pas forcément différente. Par contre, elle peut aller. C'est une comète, quoi qu'il arrive. C'est une comète qui peut aller encore plus haut, plus vite, parce qu'il est stratosphérique avec le PSG, mais on sait que si c'est pas le PSG du Qatar à ce moment-là, c'est probablement City, Liverpool, Arsenal ou surtout le Real Madrid. Et s'il va direct au Real Madrid, ce qui semble plus clair, le Real Madrid gagne la Ligue des Champions en 2018. S'il est déjà dans l'effectif, c'est-à-dire que Kylian Mbappé, par exemple, cette saison 2018, il la ferait avec Coupe du Monde, Ligue des Champions. Je pense qu'on parle jamais de Modric comme un ballon d'or. Non. Donc peut-être qu'en fait, ça ne change pas du tout la trajectoire de sa carrière, mais elle est peut-être encore plus haut aujourd'hui. Les gens retiendront que tu as cité Arsenal quand même, mais c'est pas grave. Je crois qu'il y avait vraiment des discussions. Hein, des discussions. C'est incompréhensible, mais c'était même pas Ligue des Champions, je pense. Donc Non, mais je crois que vraiment il y avait eu un coup de fil de Wenger et finalement ils ont dû préférer Nicolas Pepe. Val, je te propose qu'on aille sur la deuxième partie de ce What If, et c'est une partie différente, c'est une partie économique. Ah non, refaisons la même. Non, c'est une partie différente. Okay. On n'a pas forcément l'habitude de vous en parler dans ce format What If, mais le PSG a eu un impact sur la Ligue 1 et sur la notoriété du foot français qui est considérable. Ouais, clairement. Bah déjà un des premiers points qu'on peut évoquer, c'est les conséquences sportives des résultats du PSG. Alors là, on est encore un petit peu dans l'aspect sportif, mais ça va nous faire dériver petit à petit sur un autre sujet qui est celui des droits TV. Mais par exemple, la question des clubs qualifiés en C1. Est-ce qu'on aurait 3 clubs toujours qualifiés en C1 sans les performances à l'indice UEFA du PSG ? Je pense pas. Le PSG est le 7e club européen à l'indice UEFA depuis 10 ans. Le deuxième club français, c'est Lyon, qui est que 23e. Ouais, on est redescendu parce qu'on a fait 2 saisons. Alors cette saison 2021-2022, on est pour l'instant sur des bases intéressantes. Jamais vu. Ah, tu parles de la Ligue en général, je crois. Des clubs français, l'indice UEFA des clubs français cette saison. Les premiers. C'est du jamais vu. Mais effectivement, pendant 10 ans, les autres clubs ont un peu traîné leur peine. Alors à part ce parcours de Monaco, ce parcours de l'OM en Ligue Europa aussi, Lyon, on a eu deux parcours de Lyon en demi-finale, c'est une fois la Ligue Europa et une fois la Ligue des Champions, mais grosso modo sans le PSG, effectivement, je pense que non mais c'est clair, mais après c'est un peu la conséquence de ce qu'on se disait tout à l'heure aussi sur les clubs qui sont un petit peu lésés en championnat. Et du coup faut un peu tempérer aussi ce qu'on dit là, c'est que si t'as pas le PSG, bah forcément t'as des clubs qui réussissent mieux en championnat, qui génèrent plus de revenus, qui arrivent à acquérir des meilleurs joueurs et qui donc forcément font des meilleures performances en Ligue des Champions. C'est la conséquence de tout ça, donc c'est un what if un petit peu expérimental, mais en gros
Voilà, il faut aussi prendre en compte le fait que même s'il y a des performances aujourd'hui en Ligue des Champions et en Ligue Europa qui sont pas forcément terribles, enfin pas aujourd'hui, mais depuis 5-6 ans je veux dire, qui sont pas terribles pour les clubs français, c'est aussi parce que le PSG truste les premières places et ne laisse pas beaucoup d'opportunités pour gagner d'autres titres aux autres clubs. Je suis assez d'accord. Après, là où je te rejoins, c'est que les clubs qui n'ont pas été en Ligue des Champions, quand on voit leur parcours en Ligue d'Europa, qui au final a souvent été, à part une épopée lyonnaise et une épopée marseillaise, assez mauvais. Est-ce qu'ils auraient fait mieux en Ligue des Champions? C'est compliqué. En tout cas, le développement global de toute façon est clairement impacté de ces clubs-là. Non, mais on peut imaginer que Lyon, tu vois, fait plus de quarts de finale, ce qui a fait le PSG en fait pendant 5-6 ans. Oui, non, mais clairement. Mais je pense en tout cas que la France a très très chaud, voire perd sa 3e place au profit des Portugais ou des Ukrainiens. Sa 5e place. Sa 5e place, mais sa 3e place qualificative. Mais et paradoxalement, c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, ça nous emmène directement sur le sujet des droits télé, où en seraient les droits télé aujourd'hui du PSG. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde au moment où le Qatar signe, les droits TV sont un petit peu en baisse. En 2012, il signait un contrat de 607 millions d'euros, ce qui est une baisse de 60 millions par rapport au contrat précédent. À ce moment-là, déjà, il y a une première once de nouvelles réflexions qui se met en place, qui est intéressante sur l'internationalisation des droits télé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Al Jazeera arrive donc, avec la chaîne beIN Sport, dirigée par Nasser, le président du PSG. C'est-à-dire qu'effectivement, si le PSG n'est pas en Ligue 1, probablement que beIN Sport n'investisse pas. Clairement, oui, non, c'est sûr. Une chaîne de droits sportifs en France, et donc ne rachète pas les droits de la Ligue 1. C'est sûr, voilà. Mais du coup, à ce moment-là, il y a une baisse des droits télé. Il y a quand même une première partie des droits qui est vendue à l'international, ce qui est une première à l'époque en France. Et depuis, normalement, on aurait dû passer donc de 607 millions en 2012 à 1,153 millions en 2020. Ouais, il y a eu un autre contrat à 785 millions aussi sur la période 2016-2020. Ouais. Mais comme tu le dis, il y a ce fiasco. Il y a ce fiasco. En fait, il y a ce fiasco sur lequel on ne reviendra pas forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a eu ce contrat en 2016 donc de 726. Donc déjà une évolution de 130 millions environ par rapport au dernier contrat. Et cette évolution qui amène jusqu'au milliard, c'est la conséquence de l'arrivée du PSG. C'est la conséquence de 6 ans, 7 ans de politique sportive. Et le point d'orgue de cette politique sportive, c'est l'arrivée de Neymar. Et là, Mediapro arrive en disant c'est bon, il y a Neymar au PSG, il y a Mbappé au PSG, on va mettre le paquet sur la Ligue 1 qui va devenir un des championnats de référence aujourd'hui dans le monde. Et donc, il y a ce milliard qui arrive. Bon, après, on sait ce qui s'est passé, la pandémie, etc. Effectivement. C'était probablement du bluff, mais il y a quand même cette volonté de se dire il y a une évolution dans les droits télé et c'est aussi ça représente aussi toutes les conséquences de la politique sportive et de la politique économique qui est mise en place par le PSG. Ouais, et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on va pas parler du fiasco Mediapro parce que Mediapro, mais c'est 1,15 milliard, 1,150 millions, finalement il paye pas, mais c'est le problème de Mediapro et de la LFP. Mais à ce moment-là, il y a Canal qui a fait une offre qui est quasiment au milliard, qui est à 950 millions et quelques. Donc, on est dans une offre qui est un peu dans les mêmes eaux aussi, et on voit que l'essor économique de la Ligue 1 à ce moment-là est clairement porté par le PSG, notamment effectivement comme tu le disais via les droits télé, et malheureusement pour le foot français il y a la crise Mediapro qui est cumulée et amplifiée par la crise Covid, cette saison arrêtée, les matchs à huis clos pendant 1 an et demi, donc qui va très très durement toucher les clubs français. Et aujourd'hui, si on a une perte de vitesse économique qui est paradoxalement pas forcément le cas d'un point de vue sportif, parce que jamais les clubs français n'ont fait une aussi bonne début de saison sur les coupes européennes. C'est clair que le PSG en tout cas a clairement tracté, a fait et la locomotive. La locomotive, exactement, voilà. C'est le mot. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'une théorie du ruissellement ? Je ne suis pas sûr. Non, je crois pas non plus. Mais une des autres questions qui se pose, c'est où est-ce qu'on en serait aujourd'hui dans les rapports entre les diffuseurs et la Ligue, et plus globalement une question beaucoup plus orientée, que serait Canal aujourd'hui, alors pas Canal dans sa globalité, mais Canal par rapport au football. Puisqu'on sait que Canal est le diffuseur historique du football. Canal a même été actionnaire du PSG. Donc pendant des années, Canal a diffusé quasiment toute la totalité, enfin pas la totalité, mais une grande partie des matchs Ligue 1, avait des très bons rapports avec la Ligue, et ça s'est détérioré avec l'arrivée de Mediapro. Non, mais c'est surtout sur ce contrat dont la conséquence était l'arrivée de Neymar, parce qu'il y a eu cet embroglio avec mais souviens-toi, même au début du rachat du PSG par QSI et par le Qatar, en 2012, on a la création, donc 1 an après la création de beIN Sport. Pendant longtemps, Canal Plus et beIN Sport, c'est une guerre déclarée. Maintenant, ils sont alliés, mais il y a des procès qui sont faits entre les deux pour concurrence déloyale.
Voilà, je pense que beIN Sport n'arrive pas en France, ou alors pas avec le même impact s'il n'y a pas le PSG. Effectivement, Mediapro ne fait jamais cette offre parce qu'il n'y a pas les Neymar, les Mbappé, les Ibra qui sont passés par là. Et probablement que Canal est toujours probablement l'unique. Aurait résisté beaucoup mieux à tous les nouveaux diffuseurs qui seraient intervenus, comme il l'avait fait avec Orange, comme il l'avait fait avec TPS, comme ils l'ont un petit peu fait avec Altice un peu plus tard. Voilà, Canal, je pense, aujourd'hui serait toujours le diffuseur historique et principal de la Ligue 1. Exactement, avec un autre acteur. Voilà, faut effectivement, jusqu'à la saison 2011-2012, c'est Canal avec Orange. Ouais. Mais voilà, il y aurait peut-être un autre acteur, mais Canal serait probablement toujours le diffuseur majoritaire de notre très cher Ligue 1. Il y a un autre aspect économique, du coup. On parle des droits télé, de ce que le PSG a rapporté. Un peu à l'inverse, mine de rien, d'autres clubs, notamment du Bayern. Le PSG investit pas énormément dans les autres clubs en rachetant des joueurs d'autres clubs. Et donc, du coup, avec ces droits télé et ce fait-là, quel serait le business model des autres clubs de Ligue 1 aujourd'hui ? On parlait de Lyon avec son grand stade. Bah déjà, en fait, avant même de parler des autres clubs, on peut parler de celui du PSG, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand le PSG arrive, le business model du club dépend à 50% des droits télé. Donc 50% des revenus et du chiffre d'affaires du club, c'est les droits télé. Aujourd'hui, ils sont aux alentours de 30%. On se rend pas compte, on dit c'est des chiffres comme ça, mais on se rend pas compte de la différence que c'est, sachant qu'à côté, il y a tous les revenus marketing, tous les revenus... Alors le stade au PSG n'est pas un énorme revenu, mais il y a tous les revenus marketing, tous les revenus de sponsoring, etc. En proportion, parce que par contre, par rapport à l'époque, il y a une explosion monumentale du prix des places, du taux de remplissage, du nombre d'abonnés. Je crois qu'on a 36 000 abonnés sur un stade de 47 000 places, et c'est parce qu'ils refusent de faire plus, parce qu'ils pourraient largement remplir plus. Donc effectivement, pour le PSG, je pense que le contexte est très grave. Après, ça dépend effectivement, comme on le disait tout à l'heure, du type d'investisseur et de la surface avec laquelle il va arriver derrière, mais je me faisais pas de faux espoirs sur l'arrivée d'un investisseur à la hauteur du Qatar. Mais du coup, pour répondre à ta première question sur quel serait le business model des autres clubs, c'est une question intéressante. Alors bon, on n'est pas des économistes en herbe, mais c'est aussi la conséquence de ce qu'on disait tout à l'heure. Les droits télé seraient forcément moins importants. Et donc je pense que les clubs se seraient peut-être aussi plus diversifiés pour aller chercher d'autres sources de revenus, aller s'inspirer peut-être un petit peu plus de leur ancrage territorial, comme le font des clubs comme Lorient ou Strasbourg aujourd'hui, avec des consortiums d'entreprises. Mais ouais, c'est vrai que c'est une bonne question à se poser. Moi je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas notre spécialité. Nous, on parle que de foot. Mais... Moi j'aime à croire ce que tu dis sur la diversification des revenus, et ça aurait été une piste, mais je pense que malheureusement ce qui se serait très vite passé, c'est que les clubs auraient vendu encore plus de joueurs, parce qu'ils auraient voulu équilibrer leurs effectifs, et on serait devenu un peu une sorte de championnat portugais où dès qu'un bon joueur est là, avant ses 21-22 ans, il se barre à l'étranger, ce qui est déjà le cas avant. Et par exemple, quand on parlait du PSG, de son business model, on parlait des jeunes Coman, Dembélé, Nkunku, Diaby, Areola. Voilà, eux c'est typiquement l'exemple, à mon avis, à 21, 20 ans, 22 ans, ils seraient partis à l'étranger, ils auraient permis au PSG d'être à l'équilibre. Je suis d'accord avec toi, il y aurait probablement eu ce genre de phénomène qui serait mis en place, mais c'est un petit peu... c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vraiment un phénomène économique intéressant, puisque quand tu es sous la contrainte, donc quand tu n'as pas les revenus économiques, c'est ce qui se passe là en Ligue 1 en ce moment, quand tu n'as pas la contrainte, tu es obligé de mettre en place quelque chose d'autre, et donc tu as des politiques sportives qui seraient mises en place, et c'est ce qui s'est passé là avec Mediapro, c'est ce qui se serait passé probablement si les droits télé n'avaient pas explosé, si les clubs avaient eu moins de revenus. Il y aurait eu des politiques sportives qui seraient mises en place, il y aurait eu des trucs qui seraient faits autour des centres de formation pour justement vendre plus, créer des jeunes qui sont beaucoup plus intéressants, et ce que tu dis là, c'est arrivé il y a 1 an et demi, quand les clubs ont perdu énormément d'argent avec le Covid, qui se sont dit on va s'appuyer sur des entraîneurs compétents, sur des éducateurs, sur des centres de formation et sur des recruteurs pertinents. Regarde ce qui se fait à Reims, là ils ont encore signé Cajuste, Lens, etc. Voilà, donc je pense qu'il y aurait eu d'autres choses qui seraient mises en place, qui n'auraient pas forcément été aussi clinquante, mais peut-être plus intéressante sur l'aspect sportif. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui auraient mieux travaillé, mais par contre la Ligue 1 aurait probablement perdu en termes de visibilité, de notoriété et d'intérêt, parce que pour moi, il y a beaucoup de clubs, et de toute façon on le voit déjà depuis 10 ans, et le rachat du PSG par QSI et par le Qatar, beaucoup de clubs, notamment Lyon par exemple, parce que l'arrivée du PSG, parce que le projet Grand Stade, c'est aussi basé sur une forme de trading de joueurs formés ou post-formés au club. Alors, plutôt que d'autres joueurs, et les joueurs ont vraiment le temps de se développer à Lyon, mais on a 2 types de clubs où dès qu'un bon joueur sort, ouais, c'est clair. Voilà, on a vu l'exemple à Monaco sur certaines périodes, on a vu l'exemple à Lille où dès qu'un bon jeune joueur perce, on verra sûrement l'exemple à Bordeaux sur les prochaines années. Exactement, le but c'est qu'il soit vendu.
Écoute, Val, je pense qu'on est plutôt pas mal sur cette partie économique. Val, tu voulais nous parler d'un dernier aspect sur cette dernière partie. C'est un aspect qui ne touche pas directement à l'univers purement footballistique et sportif, mais c'est sur les investissements et la place du Qatar aujourd'hui en France. Ouais, bah tu sais, là je pense que je suis en train de faire une reconversion en tant qu'économiste aguerri. Non, je rigole pas du tout. D'ailleurs, tu passes dans C'est dans l'air dans une semaine. Oui, exactement. Voilà. Non, mais l'idée c'était de faire une ouverture aussi sur l'impact beaucoup plus global qu'a le PSG aujourd'hui, parce que on sait que quand le Qatar arrive, ils arrivent avec une politique économique qui n'est pas seulement limitée au PSG. Il y a énormément d'investissements qui se font normalement notamment dans l'immobilier, dans des hôtels, dans des grands palaces parisiens. Il y a énormément d'appartements qui sont achetés sur les Champs-Élysées. Ils achètent le Carlton à Cannes, ils achètent des casinos sur la Côte d'Azur, des grands hôtels et tout. Il y a aussi à côté de ça des investissements dans des grandes entreprises, enfin dans les parts des grandes entreprises, Total, LVMH, Vivendi, donc les grandes entreprises. Accor, oui, qui est aujourd'hui le partenaire majeur du PSG. Bah non, mais Accor, c'est la conséquence de tous les achats immobiliers, etc. Après, ils se sont dit, ah bah tiens, on va investir dans Accor, en fait, c'est plus simple. Ils ont acheté des Rafales français aussi. Donc voilà, le PSG arrive avec toute une politique économique qui est beaucoup plus globale que juste l'achat du PSG. Le Qatar. Le Qatar, pardon. Ouais, non, mais tout le monde avait compris, évidemment. Mais Petit lapsus. Je replace. Effectivement, le Qatar a une politique d'investissement, une politique d'occupation, politique de soft power, notamment, mais pas que, dans beaucoup de pays en Europe aussi. Ils sont très présents en Allemagne, en Angleterre. Mais voilà, le PSG est un des pions assez importants, mine de rien, de la politique du Qatar en Europe et particulièrement en France. En termes de visibilité, c'est qui dépasse effectivement largement le cadre sportif, mais c'est un de ces pions-là. Et évidemment, tout à l'heure, on parlait également de la Coupe du Monde qui est octroyée, qui est donnée au Qatar 6 mois avant l'arrivée des Qataris au PSG. Donc on est en décembre 2010 à ce moment-là. On sait que Nicolas Sarkozy, alors président de la République, a beaucoup poussé pour que le Qatar, via notamment une rencontre avec Michel Platini à l'Elysée, soit désigné hôte de la Coupe du Monde 2022. Nicolas Sarkozy est un immense fan du PSG. Il est aujourd'hui à chaque match à côté de Nasser. Il a aussi poussé la famille Al Thani à s'intéresser en tout cas au rachat du club du PSG, ce qui a finalement réussi pour QSI. Donc effectivement, il y a ce côté géopolitique et politique qui est très très important. Je pense pas que évidemment la stratégie politique et géopolitique du Qatar change, mais en tout cas le PSG a probablement permis d'accentuer l'image du Qatar, alors que ça soit en bien. On a peut-être plus entendu parler du Qatar, on a réussi à le placer sur une carte. Pour les supporters du PSG ou pour une certaine partie de la France, ce n'est pas forcément problématique. Et par contre, il y a une autre partie plutôt anti-PSG, mais qui peut aussi se poser des questions sur cette arme qui est le soft power pour le Qatar et cette sur l'aspect utilisation, voilà, sur cette utilisation diplomatique, mais aussi un peu pernicieuse du PSG que fait le Qatar. Et il y a un autre aspect qui est justement tout l'impact économique sur la région. On peut se demander qu'est-ce que serait la région aujourd'hui. Alors il n'y aurait peut-être pas énormément de différence, mais qu'est-ce que serait la région Île-de-France aujourd'hui ? On sait que l'activité économique du PSG est beaucoup plus large que juste le club en lui-même. Ça représente quasiment 200 millions d'euros d'impact économique sur la région, alors que c'est le tourisme, c'est l'économie, etc. Ils ont donné quasiment 2 milliards d'euros au fisc français depuis qu'ils sont arrivés. Ils emploient indirectement quasiment 2500 personnes. Voilà. Et même directement, juste d'ailleurs, directement, quand on bosse dans l'univers du sport, on le sait peut-être pas forcément, mais le PSG, en termes, c'est structuré. On parlait du service marketing, du service merchandising et beaucoup de services. Le nombre de salariés du PSG, il a été multiplié par 4. C'est énorme. Non, c'est monstrueux. On a ce projet d'agrandissement du stade, on a ce projet de nouveau centre d'entraînement à Poissy. Ça, c'est des choses qui n'auraient probablement jamais existé si les Qataris n'étaient pas venus racheter le club. Et l'impact sur la culture. Alors, la culture, il y a le rachat, notamment par exemple de Balmain, et il y a le rachat aussi, il y a les expositions du cheikh Al Thani, qui est le cousin de l'émir, etc. Avec tout un truc culturel monstrueux. Et aussi sur la culture foot. Où en serait la culture foot aujourd'hui ? Moi, ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Parce que même si le PSG peut s'apparenter parfois soit un truc de footix, soit un truc de suiveur non assidu du foot, pour certains, pas pour tous. Pour certains, bien sûr, c'est quand même quelque chose qui fait énormément parler aujourd'hui. Et pas forcément que dans les médias sportifs, dans les médias généralistes aussi. Et donc, ça amène les gens à lire, à se renseigner, à parler de foot, à lire des livres, à lire des articles, à écouter des podcasts. Et je pense que
d'une manière plus globale, ça contribue aussi à mettre en place une certaine culture foot en France. Je suis pas sûr que si le PSG, si le Qatar ne rachète pas le PSG, je suis pas sûr qu'on soit dans la même situation qu'on est aujourd'hui. Je suis même pas sûr que nous on fasse des podcasts aujourd'hui, tu vois. C'est une question qu'on se pose. S'il n'y a pas le PSG, c'est peut-être une. C'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à s'intéresser au foot grâce au PSG. Pour revenir rapidement sur l'aspect géopolitique, j'ai une question qui me vient en tête. On sait que la Coupe du Monde de cette année, maintenant, vu qu'on est au mois de janvier, aura lieu au Qatar. On parle beaucoup du boycott, notamment dans certains pays. En France, on ose à peine parler vraiment du débat. On voit parfois certains sujets dessus, mais est-ce que le fait que le PSG soit aujourd'hui club majeur de France et soit la propriété du Qatar, ça impacte pas aussi beaucoup sur la relation qu'on a au Qatar, et du coup on se pose peut-être moins la question du boycott que d'autres pays? Ouais, bah je pense que c'est la conséquence de leur soft power, justement. Est-ce que si le Qatar ne vient pas au PSG, est-ce qu'on parle du Qatar aujourd'hui en France? Ouais. Clairement pas, je pense. Je pense beaucoup moins, en tout cas. Beaucoup moins, ouais. N'en déplaise à Jean-Baptiste Guégan, qu'on embrasse. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a terminé cette avec des sur le... Il y avait des trucs à dire, et c'est difficile de se projeter sur autant de sujets, parce que c'est vrai que l'impact du PSG aujourd'hui est énorme sur tous les points de vue, que ce soit sportif, économique, culturel, etc. Donc c'est difficile de proposer des conclusions un peu viables par rapport à ce qu'on dit. Je retiendrai juste que Gérard Lopez serait président du PSG. Ouais, ça c'est vraiment. Et l'action de Philippe Maurice et de Marlborough, si Verratti n'avait jamais joué au PSG, ça aurait été catastrophique pour eux. Non, mais effectivement, n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous voyez d'autres aspects qui auraient pu être très impactants ou des trucs sur lesquels pour le foot français ou pour le PSG, si le PSG n'avait pas été racheté en 2011 par les Qataris. Et puis écoute, on se donne rendez-vous en 2027. Allez, 2027. Dans 5 ans, pour refaire une émission. Évidemment, grâce à vous, on sera des millions. Quand l'émir sera président de la France. Exactement. Et on fera peut-être cette émission au cœur du Parc des Princes, qui fera 60 000 places. Ça sera extraordinaire. Dans un bain de pétrole, on fera ça, je pense. Non, parce que c'est pas ouf. C'est pas ouf. Chacun mais peut-être, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, on peut se donner rendez-vous dans 5 ans ou dans 10 ans pour essayer de voir ce que le PSG est devenu. Et peut-être qu'à ce moment-là, le PSG aura une ou deux Ligues des Champions à son palmarès. Mais Gérard Lopez sera président. Allez, on va conclure. Allez, à très bientôt.